Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue et on termine nos épisodes sur la Grande Guerre civile mérovingienne. La dernière fois, on s'était arrêté en 584 à la mort du roi de Neustrie, Chilpéric. Mais cette mort ne va pas mettre un terme au conflit, puisque ce sont bien plusieurs générations de Mérovingiens qui vont se battre pour le pouvoir royal. Et notamment nos deux protagonistes d'aujourd'hui, les reines Frédégonde et Brunéhaut. La Grande Guerre civile mérovingienne, les deux reines, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'enquête inédite. Nous nous étions arrêtés en l'an 584. Le royaume franc est toujours divisé en trois. La Neustrie au nord-ouest, l'Austrasie au nord-est et la Burgondie à l'est. En Burgondie, le roi c'est Gontran depuis 20 ans, seul petit-fils de Clovis encore en vie. En Austrasie, c'est Childebert II qui est sur le trône. Il n'a alors que 14 ans et atteindra sa majorité dans un an. C'est sa mère, Brunéhaut, qui sera la vraie régente du royaume en attendant. Elle doit alors composer avec les Leudes, c'est-à-dire les aristocrates du royaume, dont certains lui sont hostiles. En Neustrie, le roi Chilpéric vient de mourir. Son épouse, Frédégonde, vient présenter un nouveau-né comme le fils du défunt roi. Elle est dans une situation délicate, puisqu'une partie des nobles, les Leudes, qui ne l'appréciaient pas, profitent de la mort du roi pour abandonner la reine. Brunéhaut, de son côté, réclame la tête de Frédégonde, coupable selon elle de la mort à la fois de son mari Sigebert et de sa sœur Galsuinte. Et les deux reines se tournent vers le sud pour demander le soutien de Gontran. Gontran, c'est lui qui a le plus souhaité rester neutre et souhaite maintenir un équilibre. Et les reines, qui sont au final des régentes et qui n'ont pas la même légitimité qu'un roi, ont besoin de lui. C'est donc Gontran qui va venir calmer le jeu. Il n'a probablement pas envie que la Neustrie se délite au profit d'une Austrasie trop puissante qui pourrait menacer la Burgondie. C'est lui qui vient en Neustrie, convoque une assemblée qui reconnaît Clotaire. Même si au fond, personne n'est vraiment certain qu'il s'agisse bien du fils de Chilpéric. Gontran va l'adopter, et il va aussi adopter le fils de Brunéhaut et Sigebert. Gontran, qui n'a pas d'enfant, est désormais le père adoptif de deux autres rois des Francs. Comme il s'occupe de la régence de la Neustrie, au détriment de Frédégonde, qu'il tente de contrôler, on peut considérer Gontran comme la personnalité la plus puissante des Francs à ce moment. Tous ces événements se passent alors que le royaume franc est déstabilisé par une autre affaire. Si vous vous rappelez, vers 550, Cram, un des fils de Clotaire, avait rallié une partie du royaume à sa cause avant de finir exécuté. Eh bien, quelque chose de similaire est en train d'arriver, avec cependant beaucoup plus de moyens. Cette année-là réapparaît Gundovald. Gundovald est soi-disant un fils de l'ancien roi des Francs Clotaire, né vers 550. Comme Clotaire a eu pas mal de descendants, ce n'est pas impossible. Pourtant, personne ou presque ne le reconnaît comme tel. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Par contre, ce pseudo-mérovingien est assez pratique pour des puissances étrangères qui souhaiteraient influencer sur la politique franque. C'est donc avec le soutien de Byzance et probablement des Visigoths que Gundovald débarque à Marseille en 584. Avec la mort de Chilpéric, il profite de l'instabilité du territoire pour fédérer autour de lui de nombreuses personnalités importantes du royaume, comme Mumolus, un duc qui sait gérer une armée et dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent. Gundovald, puisqu'il a débarqué dans le sud, se heurte à la Burgondie de Gontran. La Neustrie et l'Austrasie laissent faire, satisfaites de voir cette aventure déstabiliser leur rival. Pendant ce temps, Gundovald parvient à rallier plusieurs villes, comme Angoulême et Bordeaux. Il se fait même proclamer roi sur l'Aquitaine. Finalement, en négociant avec la Neustrie et l'Austrasie, Gontran parvient à lever suffisamment de troupes, commandées par le duc Ledégésil, pour assiéger Gundovald, qui s'était réfugié à Comminges dans les Pyrénées. Après négociation avec ses soutiens, Gundovald fut livré, tué puis lynché par les soldats. On peut tirer quelques conclusions de cette aventure. D'une part, au moment où l'intégrité du royaume semblait être compromise, les trois royaumes se mirent en commun pour repousser ensemble le danger. D'autre part, les nobles du royaume avaient suffisamment d'espace pour s'extirper du pouvoir royal et en rejoindre un autre, même si au final ça leur a beaucoup coûté. Ensuite, les puissances étrangères n'hésitent pas à naviguer pour manipuler la politique et l'équilibre du regnum, ce qui montre que c'est une puissance importante à l'international. Enfin, c'est à travers un personnage qui est un simili mérovingien que cet événement a pu se produire. Donc, malgré la guerre civile, le pouvoir mérovingien est le seul suffisamment légitime pour pouvoir fédérer autour de lui.
Au fur et à mesure des années, les deux reines, Frédégonde et Brunehaut, parviennent à faire et à réinstaurer leur autorité. Brunehaut parvient à évincer des nobles qui lui sont hostiles, et surtout à exiler l'évêque Égidius de Reims en 590, accusé d'avoir été proche de Chilpéric et d'avoir projeté d'assassiner Brunehaut et Childebert. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais le roi, en Austrasie, c'est bien Childebert, même s'il est difficile de ne pas avoir en lui un simple canal de décision de sa mère, Brunehaut. Du côté de Frédégonde, un de ses adversaires, l'évêque Prétextat de Rouen, celui-là même qui avait marié Brunehaut avec Mérovée, est assassiné en 586 dans sa cathédrale le jour de Pâques. Grégoire de Tours nous décrit une scène dramatique où Prétextat, plein de sang, déclare dans un dernier souffle à Frédégonde, qui se dit innocente, « Et qui a commis ce crime, si ce n'est celle qui a fait périr des rois, qui a si souvent répandu le sang innocent et a commis divers autres méfaits en ce royaume. Tu seras maudite dans les siècles, et Dieu vengera mon sang sur ta tête. » Et cette façon de régler tous les problèmes par des assassinats, ça va finir par jouer quelques tours à Frédégonde, puisque Gontran va échapper à une tentative de meurtre qu'il sait provenir d'elle. Il coupe les ponts avec elle et, en 587, signe avec Brunehaut un traité important, le traité d'Andelot. Ce traité se veut être une paix durable entre l'Austrasie et la Burgondie, qui lègue le trône de Burgondie à Chilbert si Gontran décède avant. Et c'est ce qui va se passer, puisque Gontran meurt vers 592, à une soixantaine d'années. Avec lui disparaissent les petits-fils de Clovis. Gontran, c'est une figure très appréciée des chroniqueurs et de l'Église. Devenu très pieux, il accueille le moine irlandais Saint-Colomban sur ses terres et paraît le moins belliqueux des frères, ce qui lui vaut d'être appelé le bon roi Gontran par Grégoire de Tours, et même de devenir un saint. Gontran, c'est aussi celui qui, pendant la guerre royale, s'est le moins impliqué dans un camp ou l'autre, préférant garder une position d'arbitre et, après la mort de Chilpéric, une figure de stabilité. Avec lui, disparaît donc un pilier important de l'équilibre des royaumes. C'est donc Childebert qui hérite du royaume de Gontran. Il règne alors sur la plus grande partie du territoire, dont la Neustrie de Clotaire apparaît alors beaucoup plus faible. Petite précision, on est maintenant en 595-596. Grégoire de Tours meurt le 17 novembre 594. Ce qui veut dire qu'au niveau des sources, on ne peut plus compter sur son histoire des Francs. À partir de maintenant, la source principale, c'est la chronique de Frédéguerre. Écrite au milieu du siècle suivant, elle offre un point de vue différent sur la situation. On passe de Grégoire de Tours qui est favorable à Brunehaut à une source qui lui est beaucoup plus hostile. Enfin, l'auteur était probablement bourguignon, puisqu'il écrit beaucoup plus sur la Bourgogne que sur la Neustrie. C'est donc logique qu'on parle moins de la Neustrie ici. Concernant la politique générale, c'est toujours Brunehaut qui tire les ficelles. C'est elle qui rédige l'un des textes législatifs fondateurs des Francs, la décrétion de Childebert. Par ce décret, Brunehaut, qui a dû faire face à du sexisme et des menaces toute sa vie, permet d'améliorer le droit des femmes en affirmant le droit d'une femme à ne pas être mariée contre son gré. La politique guerrière de Childebert, elle, consiste en partie à répondre aux demandes des Byzantins de contrer les Lombards. En effet, l'Italie est le théâtre de lutte de pouvoir entre Byzance et les Lombards. Et Byzance n'hésite pas à fournir de l'or aux Francs pour qu'ils interviennent afin de faire pencher la balance. Mais les Francs ne s'impliquent jamais vraiment totalement, et les expéditions contre les Lombards furent toutes des échecs. Plusieurs raisons. Déjà, la guerre civile ne permettait pas aux Francs de réunir suffisamment de troupes et de moyens. Ensuite, il était peut-être dans leur intérêt de garder les Lombards en tampon entre eux et les Byzantins. Childebert tente quand même de prendre la Neustrie, en envoyant Vintrio, le chef des Leudes. Mais Vintrio est vaincu et doit retourner en Austrasie. Son sort influencera plus tard celui de Brunehaut. La Burgondie et l'Austrasie ne seront pas unies pour longtemps, puisqu'en 596, Childebert meurt avec son épouse. Il n'avait environ que 25 ans, et il a probablement été assassiné. Ses deux fils, Thierry et Théodebert, se battent pour son héritage et se partagent le royaume. Finalement, Thierry obtient la Burgondie et Théodebert l'Austrasie. Le regnum est de nouveau divisé en 3. Il faut préciser que Thierry et Théodebert ne sont que des enfants d'à peine une dizaine d'années. C'est déjà la deuxième génération de suite où les nouveaux rois ne sont pas encore majeurs. On ne peut que deviner l'influence des grands du royaume dans la gestion du territoire, et notamment de leur grand-mère Brunehaut, qui reste en Austrasie près de Théodebert dans un premier temps. En tout cas, un événement majeur va arriver. En décembre 597,
Frédégonde meurt à Paris à plus de 50 ans. La chronique de Frédéguerre ne nous dit rien de plus que Frédégonde meurt la 2e année du règne de Théodoric. On ne sait donc pas si c'est une mort naturelle ou non. Son fils Clotaire doit, à 13 ans, apprendre à régner seul. Frédégonde disparue, l'avenir est incertain pour lui. D'autant plus que Thierry et Théodebert ont en apparence des royaumes bien plus riches que lui, et donc plus de moyens. Et ça semble se confirmer, puisqu'en 600, ils s'allient et battent Clotaire à Dormel, au sud de Paris. Clotaire vaincu doit signer un traité qui le prive d'une grande part de son territoire. Il est désormais coincé entre Beauvais et Rouen, le reste est alors partagé entre les 2 frères. Mais l'Austrasie et la Burgondie sont plus fragiles qu'il n'y paraît. Clotaire va tenter de reprendre son territoire, mais son armée est battue à la bataille d'Étampes et son fils Mérovée est tué sur ordre de Brunehaut. En 600, Brunehaut met à mort le chef des Leudes d'Austrasie, Vintrio. On en avait déjà parlé un peu plus tôt, c'est lui qui avait échoué à prendre la Neustrie. Il aurait tenté de comploter contre Brunehaut, mais elle l'a devancé. Cependant, cette mort ne passe pas auprès des Leudes d'Austrasie, qui la chassent du royaume. C'est une belle occasion de se débarrasser de la grand-mère du roi, sur qui elle a beaucoup trop d'influence. Elle part alors se réfugier en Burgondie, auprès de Thierry. Mais là aussi, elle va faire face à des hostilités de l'aristocratie, notamment à cause de sa politique fiscale. Elle nomme Protade, maire du palais, qui sera ensuite tué par les Leudes de Burgondie. Il y a donc une forte contestation au sein des royaumes, mais l'aristocratie ne s'attaque pas directement au roi ou à Brunehaut. Sur un plan plus large, on voit entre 602 et 604 une scission entre l'Austrasie de Théodebert et la Burgondie de Thierry, notamment via des visions politiques et territoriales différentes. Après quelques tentatives de paix, suite notamment à l'incursion de Burgonde à Noyon près de Soissons, où les Leudes les plus bellicistes sont exécutés, les deux engagent un vrai conflit, centré notamment autour de la question de l'Alsace. Au cours de ce conflit, Théodebert implique les Visigoths et les Lombards pour encercler la Burgondie. Brunehaut et Thierry s'allient eux avec les Avars. Les Francs impliquent alors des États étrangers dans leur conflit interne. En 610, le conflit monte d'un cran. Afin de négocier les frontières de l'Alsace, les 2 rois organisent un plaid à Cels, près du Rhin. Alors lâchez vos couvertures. Un plaid, chez les Francs, c'est une assemblée d'hommes libres convoquée par le roi, et qui fonctionne un petit peu comme le Sénat romain. Convoqué souvent en mars, c'est ce qu'on appelle le champ de Mars. Et si vous vous posez la question, c'est de là que vient le mot plaider. Par contre, la couverture, ça vient de l'écossais plaid, qui veut dire couverture. Théodebert utilise l'opportunité de cette assemblée pour encercler Thierry et détruire son armée. Pour s'en sortir, Thierry doit céder une partie de son territoire. Mais une fois rentré en Burgondie, il commence à préparer sa vengeance pour cette trahison. Au bout d'1 an, tout en s'assurant que Clotaire n'interviendrait pas, il parvient à rassembler une grande armée des différentes provinces de son royaume et s'avance vers le nord. Il bat son frère à Toul en 612, puis le suit jusqu'à Tolbiac et le bat dans une bataille très violente où les Francs sont massacrés, ce qui choque car les massacres étaient plutôt rares dans les conflits internes. Thierry capture Théodebert qui disparaît et son fils Mérovée est tué. Thierry prend possession de l'Austrasie qu'il annexe à la Burgondie. Il a reconstitué le royaume de son père, Childebert. Mais il ne va pas en profiter longtemps. Alors que l'année suivante, il prépare l'invasion de Clotaire, il meurt à 26 ans, au même âge canonique que son père. Et comme lui, on ne sait pas s'il était empoisonné. Il meurt sans aucun héritier encore majeur. Mais il a 4 enfants. Et c'est Brunehaut qui choisit comme roi Sigebert, l'aîné, qui n'a alors pas encore 11 ans. Il sera à la fois roi de Burgondie et d'Austrasie. C'est-à-dire que, pour éviter une nouvelle séparation des royaumes, elle introduit la primauté de l'aîné. C'est une première pour les Francs, qui partagent toujours le royaume entre tous les héritiers mâles. Et ça ne durera pas, puisqu'après cet épisode, il faudra attendre les Capétiens pour revoir cet exemple. Sigebert, du nom de son premier mari, est l'arrière-petit-fils de Brunehaut, c'est-à-dire que c'est la 4e génération de Mérovingiens que la reine voit se succéder. Mais finalement, peut-être justement parce que la cour est faite de nouvelles générations et que personne n'a connu l'époque de Sigebert, que personne ne souhaite qu'une arrière-grand-mère qui vient de l'ancien monde ne soit encore à la tête du royaume, les Leudes
parmi lesquels Arnoux et Pépin de Landenne, dont on reparlera beaucoup plus tard, refusent de reconnaître Sigebert. Clotaire, qui flaire l'occasion, commence à s'avancer en Austrasie. Brunehaut est de plus en plus lâché par les Leudes, notamment Varnacher, le maire du palais. Elle est finalement capturée avec ses arrière-petits-fils par Clotaire. En échange, l'autonomie de la Burgondie est reconnue. Clotaire exécute Sigebert et son frère Cornu. Il épargne Mérovée, dont il était le parrain, et le dernier, Childebert, disparaît. En revanche, Clotaire, qui a capturé Brunehaut, veut faire de son exécution un exemple. Il organise un procès pour la juger, mais l'issue est connue à l'avance. Clotaire a capturé son ennemi héréditaire, l'adversaire de sa mère et la personne probablement responsable de la mort de son fils Mérovée. Selon la chronique de Frédégaire, il la condamne pour le meurtre de 10 rois. En fait, il lui fait peser la responsabilité de la mort de tous les rois pendant la guerre, même si elle n'est pas forcément à l'origine de leur mort. Comme son mari Sigebert, tué par des serviteurs de Frédégonde, ou Thierry et ses fils, dont c'est pourtant Clotaire qui a ordonné l'exécution. En la condamnant à mort, Clotaire veut mettre fin à ses 40 ans de guerre interne, et il fait de la mort de Brunehaut ce symbole. Et pour ça, sa mort doit être spectaculaire. Elle est suppliciée pendant plusieurs jours, remise aux mains de son armée avant d'avoir les cheveux et une jambe attachée à l'arrière d'un cheval lancé au galop, puis brûlée. Les restes seront finalement inhumés dans l'abbaye qu'elle avait fondée, Saint-Martin d'Autun. En détruisant le corps de Brunehaut, il détruit l'incarnation de cette guerre. Clotaire II, étant au final le seul survivant de la guerre, est désormais le roi de tout le royaume. Il a réunifié par la mort de ses adversaires le royaume de son grand-père Clotaire. Pourtant, ce n'est pas le même royaume. Pendant la guerre, les Teilreich ont gagné en autonomie. La Neustrie et l'Austrasie sont apparues. Il doit donc composer avec une aristocratie qui entend pouvoir gérer l'administration sans ingérence du roi ou des autres Teilreich. Dans sa volonté de clore définitivement cet épisode de guerre civile, il maintient dans chaque royaume une administration spécifique et les leudes qui étaient déjà en place pour éviter de froisser l'aristocratie. L'année suivante, en 614, avec les nobles et les évêques, il promulgue un édit qui va dans ce sens, où les fonctionnaires ne peuvent pas être nommés en dehors de leur région d'origine. Il tente donc d'apaiser les tensions et donne des gages aux assemblées qui ont gardé en autonomie depuis le siècle précédent. Il envoie son fils Dagobert comme roi d'Austrasie en 623. Clotaire meurt en 629 à 45 ans, ce qui en fait un des rois les plus vieux des 45 dernières années, avec son oncle Gontran. 2 ou 3 ans plus tôt, il avait réuni les évêques et l'aristocratie qui ont institué que le roi était non seulement un soutien des évêques, mais qu'il gouvernait à l'inspiration de Dieu. Cet aspect sera plus tard énormément développé par les Carolingiens, puis les Capétiens. À sa mort, son trône revient à son aîné, Dagobert, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. À la mort de Clotaire en 629, la guerre royale s'est donc bien du passé. Mais ces 40 ans de conflit auront marqué le royaume, et ce, sur plusieurs points. Déjà, on peut simplement noter que la plupart des protagonistes ne sont pas morts de cause naturelle, mais ont été tués. Sigebert, Mérovée, Childebert, Thierry et Tibère, Brunehaut et bien sûr Galsuinte. Et finalement, Clotaire ne parvient à gagner que parce qu'il est encore le seul en vie. C'est une période qui a mis en valeur l'exercice de la régence, avec Brunehaut et Frédégonde qui ont vraiment exercé le pouvoir derrière leurs enfants. C'est une guerre civile qui n'a pas touché uniquement les familles royales, mais qui a entraîné l'ensemble du royaume avec le jeu des alliances. À travers les récits de cette guerre, on voit de plus en plus le pouvoir des leudes, de l'aristocratie, dont le roi doit s'assurer le soutien pour ne pas être contesté. C'est d'ailleurs à cette période qu'on a les premières mentions d'un personnage qui sera de plus en plus présent, le maire du palais. Malgré une présence accrue de l'aristocratie, le pouvoir tient fermement dans les mains des Mérovingiens. Une partie des enjeux de la guerre aura été de faire reconnaître un fils ou un autre comme roi, en lui donnant le nom d'un ancêtre de la dynastie mérovingienne. On compte au moins 4 Mérovées différents dans cette histoire, et l'épisode de Gondovalde le confirme. Malgré les conflits, seul un membre de la dynastie mérovingienne a suffisamment de crédit pour fédérer les Leudes. Enfin, on va revenir sur les 2 personnes qui incarnent le plus cette période, Frédégonde et Brunehaut. 2 reines dont la vie et les agissements nous sont rapportés par 2 sources aux opinions opposées, Frédégaire et Grégoire de Tours. Regardons rapidement ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont apporté, à commencer par Frédégonde.
Aujourd'hui, c'est celle qui est vue comme la plus violente, celle qui règle ses affaires par des intrigues et des assassinats. Et en effet, la plupart de sa vie est transmise via Grégoire de Tours, qui ne l'aime pas du tout, peut-être justement pour ça. Puisque, outre les assassinats de Galsuinte, Prétexta et une tentative de meurtre sur le bon roi Gontran, il mentionne aussi d'autres meurtres en dehors de la famille royale, comme l'empoisonnement d'un seigneur de Rouen qu'elle avait convié en signe d'apaisement après la mort de Prétexta. Par contre, il ne faut pas oublier certaines choses. Déjà, Frédégonde est de basse extraction. Sa position est donc très précaire, et elle doit à tout prix protéger et mettre en avant ses enfants pour ne pas disparaître. Ensuite, certes, elle a commis ou commandité des crimes, mais ce n'est pas comme si elle était la seule. Bruno aussi a fait tuer des ennemis. Mais plus que ça, le meurtre était une façon de régler un certain nombre de problèmes, notamment dynastiques. On se souvient par exemple de l'assassinat des enfants de Clodomir par leurs propres oncles pour récupérer son royaume quelques années auparavant. Alors oui, Frédégonde a été très active, et l'assassinat de Galsuinte constitue un point de départ de cette guerre, mais il ne faut pas non plus isoler ses actions hors contexte. Enfin, attardons-nous sur Brunehaut. Clotaire a voulu l'effacer complètement en la mettant à mort de manière très violente. Mais au final, cette mort excessivement brutale fait qu'aujourd'hui encore, on se rappelle d'elle. Même si certains chroniqueurs la décrivent comme cruelle et autoritaire, la principale source de l'époque, Grégoire, lui est beaucoup plus favorable et décrit une personne cultivée, habile et très capable. Outre Grégoire de Tours, d'autres personnes importantes ont eu une bonne opinion d'elle, au premier rang desquelles le pape Grégoire Ier himself, avec qui elle a entretenu une longue correspondance et dont il nous reste plusieurs lettres. Pour se maintenir au pouvoir aussi longtemps, elle a usé de capacités politiques et diplomatiques, le tout sans négliger la force. Elle a aussi eu un impact sur le droit franc avec la décrétion de Childebert, qui met un terme au Fède. Brunehaut, comme Frédégonde, a dû toujours faire face à un sexisme de la part de l'aristocratie. En témoigne cet échange relaté par Grégoire de Tours. Alors qu'elle tente de convaincre un noble, Ursion, de ne pas tuer Loup de Champagne, un duc qui lui est fidèle, voici ce que le noble lui répond. « Éloigne-toi de nous, ô femme, qu'il te suffise d'avoir régné du temps de ton mari. C'est maintenant ton fils qui règne, c'est notre appui et non le tien qui sauvera le royaume. Éloigne-toi donc de nous, de peur que les pieds de nos chevaux ne t'écrasent contre la terre. » On se doute donc des difficultés que ces femmes pouvaient rencontrer, sachant qu'on connaît les reines et les princesses, mais il n'est presque jamais fait mention des femmes de l'aristocratie. Et c'est sûrement parce qu'elle a vécu dans ce contexte qu'elle a inscrit dans la loi certaines avancées pour les femmes, comme l'interdiction des mariages forcés. Enfin, Brunehaut, c'est une personnalité de la cour wisigothique, issue d'un héritage romain et plus largement méditerranéen. Avec sa mort, la boussole diplomatique remonte plus au nord, autour des régions du Rhin, marquant un changement important dans la diplomatie et mettant fin à l'Antiquité tardive. On peut dire qu'avec sa mort, le royaume franc entre de plein pied dans le Moyen-Âge. Merci à tous d'avoir suivi ces 2 épisodes, j'espère qu'ils ont été assez clairs, c'est toujours difficile de résumer des périodes aussi denses. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser des commentaires pour nous suggérer d'autres idées d'épisodes. D'ici là, à très bientôt pour une nouvelle histoire d'Enquête Inédite.